Bonsoir à tout le monde. Bienvenue donc ici dans l'enceinte du Sénat pour cette soirée organisée par le think tank Liberté et Cosmotive. C'est vraiment un honneur pour moi aujourd'hui d'être là autour de gens que j'apprécie, surtout concernant un pays qui est un pays cher à mon cœur. De par ma carrière de militaire, forcément, le Liban, c'est un pays ami et un pays très important dans le pays. Alors aujourd'hui, nous réalisons enfin une soirée qu'on avait tenté de réaliser en début d'année 2022, et pour ceux qui étaient déjà volontaires pour être présents, en fait, vous savez que compte tenu des mesures de lutte contre la Covid-19, en fait, les salons du SAEF du Sénat et de l'Assemblée, en fait, étaient fermés à cette époque-là. Donc, nous avons tout mis en œuvre pour tenter de réorganiser. Ce n'est pas simple à faire, puisqu'aujourd'hui, on a quand même des invités assez exceptionnels. Je tiens à saluer en tout premier lieu son Excellence, Monsieur Rami Advan, qui est l'ambassadeur du Liban en France et qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Nous avons beaucoup de personnes qui sont venues. Je vous remercie vraiment de passer un peu de temps avec nous. Votre éclairage complémentaire sera très intéressant, surtout auprès de quelques questions. J'ai bien pris en compte les contraintes horaires. On va essayer de désorganiser la soirée, encore une fois, pour la réorganiser de façon compatible avec les contraintes des uns et des autres. Nous avons aussi la présence de M. l'ambassadeur Guillaume. Vous êtes délégué en fait à l'action extérieure des collectivités territoriales. Je vous remercie au nom du think tank de votre présence ce soir. Je pense qu'on doit être complètement dans le sujet qui est celui de vos préoccupations au quotidien. Et je pense que pour Béchir et Ouda Ileni, qui sont les présentateurs tout droit venus du Liban et que je vais vous présenter tout à l'heure, c'était important en fait d'avoir des gens comme vous autour de nous pour pouvoir discuter des sujets sur ce beau pays qui est le Liban. Je remercie donc le sénateur Dominici de sa gentillesse sur le prêt, donc d'avoir fait le nécessaire pour réserver la salle pour ce soir. Il y a beaucoup d'élus de la République ce soir qui sont présents. Donc, oui, je cherchais, j'avais pas vu, c'était caché. Désolé. Il y a beaucoup d'élus de la République ce soir. Je ne peux malheureusement pas faire le tour du monde. Je crois qu'il y a plusieurs représentants de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Donc, il y a la sénatrice Isabelle Pavero, que je la connais, puisque c'est aussi ma sœur, pour éviter toute ambiguïté. Ça, c'est dit. Quand on épouse, c'est ma sœur. C'est qui donc, vous êtes également membre de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Voilà, vice-présidente du Sénat. Merci beaucoup de votre présence à tous. Alors, il y a beaucoup de monde. J'ai simplement remarqué qu'on a peu de militaires ce soir. C'est dommage, mais peut-être qu'on arrivera à organiser quelque chose avec ce genre de personnes. Alors, je vais ouvrir la séance en présentant la première partie. Ça va se dérouler en deux parties. La première partie, Béchir et Ouda, que je vais vous présenter, en fait, vous ont préparé une petite présentation sur justement les projets sur lesquels ils travaillent et les relations qu'ils établissent en fait à l'international entre le Liban et les pays étrangers, dans le cadre évidemment du développement à la fois économique, mais ça peut être aussi sur d'autres thèmes. Donc c'est avec plaisir que nous avions, alors, dans cette première partie Béchir Ouda, on posera ensuite quelques questions et j'irai assez rapidement sur une ou deux questions complémentaires que je me permettrai de formuler à destination principalement de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur sur la situation, évidemment, l'éclairage complémentaire de la situation du Liban. Je pense qu'en ce moment, compte tenu de l'actualité, il y a pas mal de choses à dire et on compte sur vous pour nous les dire ce soir. Et s'il faut, on posera quelques questions un peu plus ciblées, si c'est nécessaire. Alors,
Je vais commencer avec la première partie. On a 30 minutes à rattraper, donc on va essayer de faire d'être efficace. Donc, je vais vous présenter Béchir et Ouda. Alors, je commence par Béchir Oudini. Donc, vous êtes Béchir, je vous vois normalement sur toi, mais je vais vous voyez ce soir comme à la télé, en fait. Vous êtes président de Cités Unies Liban et directeur du bureau technique des villes libanaises. Et vous avez une très grande expérience, puisque ça fait plusieurs décennies que vous travaillez dans le domaine du développement local et des autorités locales au Liban. Donc, vous travaillez sur des projets, en fait, qui sont des projets de développement, des projets de coopération décentralisés. Vous travaillez avec de très nombreuses collectivités locales. Vous êtes des habitués, des experts de cette action internationale qui vise au développement fait principalement du petit Liban. Et très clairement, on a une attente extrêmement forte de votre part pour savoir ce que vous faites et ce qui se passe là-bas, notamment en coopération avec nos collectivités locales. Et je crois que vous avez des exemples qui touchent les collectivités locales du territoire français. Donc ce sera, je pense, peut-être une découverte pour certains, parce que c'est pas forcément une action extrêmement visible et très très connue en fait du grand public. Donc je pense que tout le monde aura beaucoup à retirer de ça. Alors, pour l'information, je suis désolé, je vais aller plus rapidement pour expliquer. Donc, vous êtes titulaire de doctorat en histoire de la musique et en musicologie de l'Université de la Sorbonne à Paris et d'un diplôme de gestion et organisation d'entreprise de l'Institut de formation commerciale permanente de Versailles. Comme beaucoup d'autorités libanaises et de gens libanaises, on voit que la culture franco-libanaise est multinationale et une règle aussi chez vous, comme beaucoup de monde. C'est avec plaisir donc, on vous accueille ce soir. Vous êtes également, dans le cadre de notre action, titulaire de la médaille de l'Ordre national du mérite que vous avez obtenue, si je ne m'abuse, en 2010. Ouda. Alors, elle porte le même nom, donc vous verrez qu'il y a aussi un lien. Alors, ce coup-ci, c'est pas sa sœur, c'est son épouse. Ne vous y perdez pas. Donc, Ouda travaille, je vais faire aussi très court, travaille avec donc, Béchir dans le cadre du pilotage de ces projets. Donc, c'est, on va dire, un lien très opérationnel et extrêmement pragmatique de terrain de tous ces projets. Elle connaît alors toutes les arcanes possibles et imaginables, à la fois les arcanes des organisations territoriales, à la fois les arcanes ministérielles, interministérielles, enfin bref, d'ailleurs, il y a des gens qui sont présents là, qui travaillent avec elle et qui représentent des territoires et du ministère français. Donc c'est Ouda qui a œuvré de façon opérationnelle sur le contenu. Ils vont vous faire une présentation commune, en fait, et cette présentation permettra de traiter le premier volet. Donc, je vous appelle au micro et je vous laisse la parole donc, sur une durée de 30 minutes. Merci. Merci à Béchir et Ouda. Bonsoir. C'est un grand honneur d'être ici avec vous ce soir. Et donc, je vais expliquer en quelques mots et rapidement, bien sûr, la situation du Liban. Et on commence tout de suite. Vous connaissez un petit peu la catastrophe qu'on vit. Un peu plus, voilà. Et donc, ça, c'est la première photo, c'est l'explosion du port. Celle d'en bas, c'est la crise financière. Et celle d'à côté, il n'y a plus de publicité pour faire quoi que ce soit. Et donc, ils ont écrit une chambre à limite. Ça résume très rapidement notre situation. Malheureusement, je vais essayer de vous donner donc quelques chiffres très, très parlants. Donc, on traverse une crise multisectorielle sans précédent. La dette publique donc, a explosé, le PIB, une très faible croissance, un déficit fiscal qui plonge le pays donc, dans une crise économique et financière. Sur le taux du change,
de la livre libanaise. Donc, je viens d'apprendre qu'aujourd'hui, on est 45 000 livres. Donc, il y a 3 ans, le cours de la livre était à $1 égale 1500 livres. Donc, vous pouvez imaginer un petit peu ce saut dans les prix de l'alimentation ont augmenté de 2067%. 2067% entre décembre 2018 et décembre 2020. Les banques donc ont imposé de fortes restrictions sur les retraits en livre libanaise comme en dollars. Et c'est les banques, en fait, qui dictent la loi. C'est pas l'État qui dicte quoi que ce soit, malheureusement, chez l'ambassadeur. Selon la Banque mondiale, la crise libanaise représente le 3e effondrement économique le plus sévère par le monde depuis les années 1850. 1850. Aujourd'hui, donc, plus de 40% de la population libanaise est sans emploi et 61% des sociétés ont licencié 43% de leurs employés depuis l'automne 2019. La crise économique et financière a de fait engendré une grave crise sociale au Liban, selon donc le dernier rapport publié par l'Espoir en septembre 2021. La pauvreté multidimensionnelle est passée de 42 à 82% de la population libanaise entre 2019 et 2021. Donc, ces crises ont conduit à un mouvement d'immigration de masse catastrophique pour notre pays, 3e vague d'immigration la plus importante de l'histoire du pays. Et donc, selon une étude réalisée par l'Université américaine de Beyrouth en 2021, 77% des jeunes libanais envisagent d'émigrer ou travaillent activement à quitter le pays. C'est malheureux de le dire, mais à commencer par nos enfants, par nos amis, tous nos amis ont leurs enfants à l'étranger. Tous, sans aucune exception. Plus inquiétant encore, ce sont avant tout les personnes éduquées qui choisissent l'exil. Selon un rapport donc publié par l'Organisation mondiale de la santé en septembre 2021, près de 40% de médecins qualifiés et près de 30% du personnel infirmier ont déjà quitté le pays de manière permanente ou temporaire depuis la crise de 2010. Tout ça, en fait, depuis 2019, jusqu'à maintenant, on n'a pas un plan de sortie de crise pour le Liban. Il n'y a pas, il n'y a rien. L'impact, vous parlez de l'impact de la crise sur les collectivités territoriales libanaises, c'est ce qui nous intéresse, c'est notre travail, en fait, c'est le cœur de notre métier. Donc, c'est un pays de 4 millions d'habitants et plus de 1,5 million de réfugiés syriens et palestiniens encore. Hein. Ils bénéficient donc d'un régime mixte avec une administration centralisée, déconcentrée et décentralisée. Donc, le pays est divisé en 9 muhafazat régions. Ce ne sont pas les régions décentralisées, ce sont des centralisées. Hein, des régions, donc, muhafazat, 29, 25 casas avec un seul niveau de décentralisation, représentés par les municipalités et les fédérations des municipalités. On a 1050 municipalités, c'est un chiffre énorme, et 60 fédérations de municipalités. Donc, la loi municipale donne des prérogatives élargies aux collectivités locales libanaises, mais comme vous pouvez imaginer, la loi est une chose, la pratique en est une autre. Et donc, l'État exerce un contrôle centralisateur très fort, très fort. Les collectivités locales sont très fortement touchées par la crise économique et financière du pays à plusieurs niveaux. Donc, la crise a accentué les faiblesses de l'institution, le budget des collectivités est très impacté, 95% de perte du budget pour une municipalité. Donc, on passe voilà, on a expliqué ici avec quelques chiffres, on passe, pour la plupart des tiers des collectivités sont de petites collectivités. Donc, il y avait avant 2019 des budgets à hauteur de $66 000, aujourd'hui $2 500.
avec ça, il faut payer les 1, 2 ou 3 salariés de cette municipalité, ce qui devient très difficile. Ces difficultés donc budgétaires sont combinées à la forte dévaluation de la livre libanaise, à la forte inflation, ce qui diminue d'autant plus les capacités financières réelles des collectivités locales. En fait, nous vivons donc au Liban avec les collectivités locales. Quand on parle en Europe, c'est le domaine le plus proche des gens. Et non, nous, on le vit réellement. Franchement, on le vit réellement. Et c'est les maires aujourd'hui, en l'absence de l'État fort, c'est les maires qui essayent de répondre à la situation. Donc, ces collectivités, depuis 2011, ils ont dû gérer, bien sûr, la crise des réfugiés syriens. Il ne faut pas oublier ça, c'est un élément important. Ils ont vu donc leurs ressources financières et matérielles baisser avec le temps. En effet, dans certaines municipalités, le nombre de réfugiés est parfois plus important que le nombre de résidents, conduisant à une exacerbation de difficultés sur les infrastructures. Toutes les infrastructures du pays, donc l'assainissement, ou les déchets, ou l'eau potable, ou l'électricité, etc. Et bien sûr, l'appui aux municipalités dans ce domaine était très rare. Ça n'allait pas vers les municipalités. Et maintenant, les municipalités, à part, donc on est passé de la gestion du coronavirus, maintenant c'est le choléra qu'on gère. Donc, on a fait un séminaire national il y a un mois à peu près avec le ministre de la Santé publique et c'est grave cette situation aussi. Il s'ajoute une crise en plus. On présentera donc, on présente maintenant les actions en fait de Cités Unies Liban et j'espère que ces actions avec nos partenaires, surtout français, répondent en partie à cette crise. Bon, j'exposerai rapidement. Cités Unies Liban, donc c'est une association libanaise qui représente Cités du gouvernement locaux unique. Il n'y a pas une association nationale au Liban. On a essayé d'en créer une il y a 2 mois, monsieur l'ambassadeur. Ça n'a pas l'air de marcher, de fonctionner, ça fait peur. Mais bon, on a des choses à faire, encore une fois, avec le centre. Donc, on a essayé de répondre et de créer cette tribune pour les municipalités en nous basant sur le nombre de villes et de fédérations de villes, membres de cités et gouvernements locaux. Donc, c'est une organisation mondiale des villes, que vous connaissez probablement, basée à Barcelone. Et il y a du Liban 75 municipalités et fédérations de municipalités membres. Donc, Cités Unies Liban anime ce grand réseau quand même, qui représente 75% de la population libanaise. On a pratiquement toutes les grandes villes, Beyrouth, Tripoli, Zahle, Jounieh, etc. Donc, avec ça, on a essayé de donner cette tribune possible aux élus locaux libanais. Et ces 75 maires ont élu un comité des maires, présidé toujours par la capitale, parce qu'on a besoin de ce poids politique. Et donc, ils représentent 14 maires qui représentent pratiquement tout le territoire libanais. Et donc, en 2001, on a proposé aux élus locaux de créer un bureau technique des villes libanaises, c'est pour essayer de passer à un stade technique, c'est-à-dire organiser des projets, lancer des projets, développer des actions, de la coopération décentralisée entre autres, etc. Ils ont accepté, les maires libanais, ils ont joué le jeu en créant en 2001 le bureau technique des villes libanaises. Donc, on intervient essentiellement sur 2 axes. Pour aller très vite, un axe politique, c'est la tribune des maires, le travail sur la décentralisation, le dialogue avec les autorités centrales, le dialogue avec les bailleurs de fonds, etc. Tout ça, c'est pour le renforcement donc, de l'institution municipale. Ça, c'est ce qu'on appelle l'axe politique. Il y a un autre axe technique, donc c'est là où il y a des projets de développement local de toute nature. On va essayer de les exposer très rapidement.
Ça, c'est notre bulletin d'information numéro 20 qui est sorti. Il sort en 2 langues, donc en arabe et en français. Alors, nos projets actuellement en cours. Voilà, avec la région Pays de la Loire, n'est-ce pas? Donc, un grand projet SOC, donc financé par l'Agence française de développement. C'est un projet à niveau national qui a touché 40 municipalités, donc des formations des élus, des policiers municipaux et des fonctionnaires municipaux. C'est dans le domaine donc de l'environnement, ce projet-là, et qui a donc formé 130 élus et qui a sélectionné donc 12 collectivités en fin de compte pour rédiger avec des experts des notes d'opportunité. Donc 12 collectivités, c'est-à-dire 12 projets de coopération et qui sont aujourd'hui en train d'être étudiés par plusieurs bailleurs de fonds. Donc il y a USAID, il y a UNDP, il y a pas mal donc de bailleurs de fonds qui sont en train d'examiner ces projets-là. C'est important de le signaler parce qu'on n'a pas seulement formé des élus, mais on a travaillé avec la société civile. C'est pas une chose très pratique au Liban, on ne pratique pas ce genre de sport, si je peux dire. C'est nouveau pour les maires libanais, mais ils le font, ils l'ont fait et ça marche très bien, surtout dans cette crise qu'on vit aujourd'hui. Donc, ce projet a également été l'occasion pour la région Pays de la Loire, à travers son réseau, donc Pays de la Loire Coopération Internationale, de développer des activités de sensibilisation. Très important de le signaler, auprès de 19 établissements scolaires, dont certains aujourd'hui sont en relation des écoles libanaises avec des écoles de la région Pays de la Loire. En fait, il y a deux points importants dans ce projet-là à niveau national. Donc, c'est que le ministère libanais de l'Environnement a demandé au ministère de l'Intérieur et de la Municipalité de diffuser une brochure qu'on a rédigée ensemble avec les experts sur les énergies renouvelables. Donc, c'est devenu un enseignement pour les autres municipalités pour suivre la même méthodologie. Il y a autre chose aussi, à la demande du Conseil des ministres, les résultats de ce projet-là seront inscrits dans le programme CEDRE de l'État libanais quand on fait un plan de sortie de crise, on l'espère, bientôt. Donc, on a quelques photos, c'est ça. Voilà, ça, c'est on était donc à la région Pays de la Loire en octobre 2021, en présence de M. Chéreau, donc premier vice-président. Et il y a donc une visite d'une station d'épuration et le séminaire de clôture au Liban en juillet 2022 de ce grand projet. C'est une belle réussite, en tout cas, chère Madame Marion. Si je peux dire peut-être un petit mot sur l'évaluation de l'AFD. Donc, l'AFD a fait la première évaluation de ces projets à l'étranger, et c'était celui-là. Et donc, ils ont trouvé que c'était vraiment un projet très réussi, malgré tous les problèmes du pays, parce qu'on l'a lancé avec la Covid et on a tout changé. Mais il faut dire que l'AFD a joué le jeu, y compris aussi l'agence, la région Pays de la Loire. Donc, un deuxième projet, projet de renforcement et de mise en réseau des élus et techniciens municipaux au Liban. Donc, 2019-2021, c'était la première version de ce projet-là. Et aujourd'hui, il y a une suite de ce même projet. C'est important parce qu'on parlait tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, des différentes collectivités françaises qui travaillent au Liban. C'est un projet mutualisé. C'est-à-dire, il y a trois départements qui sont ensemble pour faire un projet de coopération au Liban. Notre rôle, en fait, c'était d'organiser cette mutualisation et d'aller de l'avant. Donc, c'est un projet dans le domaine, c'est un accompagnement technique dans le domaine social. Et bon, donc actuellement, dans la première version, il y a eu 6 collectivités libanaises bénéficiaires. Dans la deuxième version 2022-2024, il y en aura 6 autres. Donc ici, les photos représentent
rapidement, c'est la rencontre des partenaires français à la Fédération de municipalité de Chouf. Jamais, c'est un des projets à la montagne libanaise. Et la deuxième photo, c'est remise des attestations. Et la troisième, donc, c'est le séminaire final du projet. 2021, parce que l'autre est toujours en cours. Fonds de solidarité pour le Liban. C'est un fonds qui a été lancé par 64 collectivités françaises, il est important de le signaler, suite à l'explosion du port de 4 août 2020. Donc, il y a eu ce fonds de solidarité qu'on gère et qui fait bénéficier donc à 17 collectivités. Huda expliquera un peu plus ce projet-là. Donc, c'est du développement économique local, de la jeunesse, insertion professionnelle, c'est des stages en entreprise, c'est des projets éducatifs avec plusieurs municipalités. Et là, en fait, il y a eu un jeu très important. Ça aussi, c'est important de le dire. Pas mal de municipalités qui ont travaillé sur l'énergie solaire pour sauver la municipalité et qu'elle continue à travailler avec l'électricité. Il n'y a pas de coupure d'électricité ici. Mais au Liban, il y en a partout. Donc, il y a 1 heure d'électricité sur 24 fournie par l'État. Et les municipalités, donc, étaient au point mort. Ce projet-là a pu financer plusieurs municipalités. Et cette électricité de la municipalité était donnée aussi aux élèves de l'école d'à côté. Donc, il y a un travail, comment on peut l'appeler, de solidarité très important qui a donc sauvé des situations très critiques. Là, ici, c'est dans le secteur de Canapil, donc un des secteurs qui a été très touché par l'explosion du port. Et en bas, donc, c'est une visite à Baalbek Est, un projet éducatif, celui-là, et l'autre aussi, c'est la visite donc, du port. On a un autre projet, si je peux parler 1 minute du projet Odetta aussi. Odetta, c'est un projet, on en a parlé chez 2 minutes avec l'ambassadeur, donc pas celui-là, mais c'est un autre projet pour la création d'une agence urbaine du développement territorial dans le nord du pays, donc à Tripoli, avec notre ville, Zrata FDP, qui va englober une trentaine de collectivités autour du fleuve Abou Ali, qui va du Cèdre et qui descend jusqu'à la Méditerranée. Donc, c'est un nouveau projet pour nous, parce qu'il n'y a pas d'agence urbaine au Liban, il n'y a pas, ça n'existe pas. Mais en même temps, il y a un développement d'une relation très forte entre le port de Dunkerque et le port de Tripoli, avec aussi un œil sur le port de Beyrouth. Et il y a aussi un travail avec les universités de la région du Nord et les universités de la ville de Dunkerque. On le fait donc avec la communauté urbaine de Dunkerque, avec la ville de Dunkerque, avec l'agence urbaine de Dunkerque. Donc ça, c'est un des projets aussi qui est en cours aujourd'hui. Donc, on passe donc à un autre projet, MEUP. Ça, c'est un projet avec UN Habitat et UNDP qu'on a réalisé. C'est les 3 dernières et les plus récentes études économiques sur le développement local économique sorties il y a 1 mois. Donc, au Liban, c'est la première étude qui parle de la situation économique des collectivités. Et avec ce projet-là, on essaye d'impliquer les collectivités locales dans le développement économique local. C'est pas dans les habitudes, mais ça devient une urgence pour les uns et pour les autres. Donc là, en fait, c'est des séances de travail dans les 3 fédérations, de Tripoli, Al-Fayha, de Matane et de Tyr dans le sud du pays. Préfiguration d'un centre de formation des municipalités au Liban. Très important, monsieur l'ambassadeur, vous l'avez accompagné ce projet de Carcassonne, n'est-ce pas, avec la FD à Paris et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un projet structurant pour rédiger un plan de formation pour les collectivités locales du Liban. Donc, il y a une vingtaine d'experts libanais et français qui travaillent. On le fait avec le CNRPT, bien sûr. Et c'est un projet porté par la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.
financé par l'AFD, et notre ministre de l'Intérieur et de la municipalité était en visite il y a 3 semaines, ici, pour le compte de ce projet-là, donc qui avance aussi difficilement, monsieur l'ambassadeur, on va le dire, mais on va essayer de trouver des solutions, pas de point de vue technique. Technique, ça avance très bien, mais mettre les mains avec le pouvoir central, c'est toujours très délicat. Donc, voilà, on bataille sur tous les fronts. Ça, c'est un projet, ben voilà, donc ça, c'était la signature entre la région sud et Monsieur Rio, donc le président de l'AFD, avec notre ambassadeur, Monsieur Rami Adouane. En bas, c'était le ministre de l'Intérieur qui lançait le projet en 2021 avec Madame l'ambassadrice de France au Liban, Madame Rio. C'était le lancement du projet l'année dernière. Aujourd'hui, on est en train de le clôturer à peu près ce projet-là. Donc, voilà, ça, c'est une partie des projets qu'on développe. Il faut dire que c'est, avec la coopération décentralisée française, c'est la plus dynamique et la plus active en temps de crise, comme en temps de paix et de calme. Donc, un grand merci à cette coopération qui est toujours présente dans un pays qui traverse une crise sans précédent. Merci beaucoup et je laisse Roda donc développer un peu plus le sujet. Merci. Merci. C'est un grand honneur pour moi d'être là. Le sénateur, d'élu de la République, bien sûr des représentants de l'ambassade de France, de la université, de collectivités françaises, qui nous font l'honneur de leur confiance et de leur accompagnement assidu. Donc, en préambule, vous expliquez que depuis 2012, Cités Unies Liban, Bureau technique des Libanaises, est le partenaire du ministère d'Europe et des Affaires étrangères, donc la DAECT, et de l'ambassade de France pour le suivi et le développement de cette coopération décentralisée franco-libanaise. Donc, à ce titre, nous avançons du conseil, de l'assistance et de l'accompagnement aux collectivités locales, françaises et libanaises pour le développement de leur partenariat et de leur projet. Donc, ici, c'était en octobre 2021, donc j'ai accompagné le directeur du port de Tripoli à Dunkerque, c'est à la demande de la communauté urbaine de Dunkerque, et cette visite a mené maintenant au montage d'un partenariat, comme l'a cité Béchir, entre les deux ports de Tripoli et de Dunkerque, avec l'appui de la communauté urbaine de Dunkerque et du ministère des Europes et des Affaires étrangères. Donc, une toute petite définition de la coopération décentralisée. Donc, c'est une coopération entre collectivités territoriales, locales, deux pays différents. Donc, elle est née à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec les jumelages pour promouvoir la paix et la compréhension mutuelle, et elle s'est développée maintenant pour des projets de développement local, durable, et pour produire des résultats concrets. On peut dire qu'au Liban, c'est la coopération décentralisée franco-libanaise qui est la plus importante, la plus active, la plus riche et la plus diversifiée. Donc, quelques chiffres pour vous expliquer cette coopération franco-libanaise. Donc, ce sont aujourd'hui 35 collectivités territoriales françaises qui sont engagées, donc 25 communes, 2 métropoles, une unité, 4 départements et 3 régions. Et on dénombre 45 partenariats de coopération décentralisés qui permettent la mise en œuvre de 49 projets. Donc, au niveau de la répartition régionale, c'est surtout les régions anciennes, comme la région Sud-PACA, où on a le plus de collectivités présentes, avec 10 partenariats, la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 7 partenariats, et la région Île-de-France avec 7 partenariats, notamment le département des Yvelines, qui est vraiment un acteur très important pour que les collectivités de son département puissent se mettre en relation avec des villes
libanaise. Monsieur l'ambassadeur parlait de Pali, etc. Et pour le Liban, donc ce sont 27 municipalités et 5 fédérations de municipalités qui sont engagées, avec en plus des projets mis en œuvre par le comité des maires libanais, dont parlait Béchir tout à l'heure, et qui permettent ces projets-là en fait, de démultiplier cette coopération à niveau national, puisqu'on disait, par exemple, le projet STOP avec la région de la Loire, avec ces 40 municipalités, les projets avec les départements Haute-Seine-Maritime et Yvelines permettent de toucher entre 6 et 12 collectivités, etc. En ce qui concerne les thématiques de ces projets, donc là, on a le plus de projets en cours, on en a 12, c'est le patrimoine, la culture et le tourisme, 9 projets pour l'environnement et la prévention des risques, 7 projets pour l'éducation et la francophonie, 6 pour la gouvernance locale et la vie institutionnelle, 5 pour le social, le développement économique, et 3 pour l'agriculture, la viticulture et l'agrotourisme. Ça vous montre quand même la diversité de ces projets et leur quand même le fait que malgré cette crise, ils sont toujours actifs sur différentes thématiques. Qu'est-ce qu'apporte cette coopération? C'est un apport entre deux collectivités qui veulent partager des savoir-faire, qui veulent partager des expériences autour d'intérêts mutuels. Pour une collectivité locale libanaise, cette coopération va lui apporter une reconnaissance politique importante vis-à-vis de ses citoyens. Elle va lui apporter l'ouverture à tous les services techniques de la collectivité partenaire. Et on sait que les collectivités françaises sont bien dotées en services techniques et c'est vraiment quelque chose de précieux. Et bien sûr, à tous les acteurs locaux qui sont dans le territoire français, c'est-à-dire les associations locales, les universités, les centres de recherche, les chambres de commerce, les syndicats, etc. Et donc, la collectivité libanaise va bénéficier de conseils, d'assistance technique, d'expertise, de formation, de rédaction, d'accompagnement de suivi de projet et de contribution dans le financement de projets ou de recherche de financement auprès de bailleurs de fonds. La collectivité locale française, elle, peut également bénéficier de cette coopération par un retour d'expérience de sa collectivité libanaise qui agit dans un contexte complètement différent. C'est bien sûr un contexte institutionnel complètement différent, un contexte économique complètement différent, un contexte social complètement différent, et notamment sur les questions de résilience, puisque elle va voir la collectivité libanaise agir dans un contexte de crise, agir avec très peu de moyens financiers, très peu de ressources humaines qualifiées également, et agir dans un environnement qui est complètement instable. Et nombre de collectivités françaises nous ont dit la richesse, finalement, pour les techniciens, etc., qui se déplaçaient au Liban, de voir un peu, effectivement, la manière dont travaillent les collectivités libanaises. Et c'était aussi, finalement, pour eux, une remise en question aussi de leur mode de travail. Pouvait être enrichissant. En plus, pour la collectivité française, c'est une opportunité d'ouverture à l'international pour de nombreux acteurs du territoire, des entreprises qui peuvent venir présenter leur savoir-faire, des jeunes qui sont en recherche de diversification d'expériences, d'associations locales, etc. Et on peut dire aussi, cette coopération favorise la concertation participative entre l'institution municipale et les forces vives du territoire, que ce soit du côté libanais comme du côté français. Et ça, c'est vraiment un renforcement de la démocratie locale et de la démocratie participative, qui est quelque chose d'important. Et bien sûr, une dernière chose, mais qui est aussi très importante, c'est que c'est un vecteur important de la francophonie, de ce partenariat. Non, tu vas aller trop loin. Il y a encore un point. Donc, la complémentarité avec la coopération entre les États français et libanais. Puisqu'on peut dire que cette coopération, comme l'a expliqué aussi Béchir, ça permet de tisser des relations et d'avoir des mailles assez fines entre les institutions décentralisées qui agissent au plus près des citoyens et qui elles-mêmes vont mobiliser donc leurs acteurs. Donc ça permet un maillage assez fin et très intéressant comme complémentarité de cette coopération entre États.
Et en plus, cette coopération, c'est souvent sur du long terme. Les partenariats sont sur du long terme et ça permet d'assurer une présence continue et durable entre les deux pays. C'est aussi une coopération résiliente et très souple. On peut être amené à changer rapidement au vu des contextes les projets de coopération. Et on a vu justement, à cause des crises, justement, on a dû remettre en question certains projets avec l'appui de nos partenaires français, de la DAECT, qui était très ouverte justement à ce qu'on puisse changer les objectifs ou les actions qui étaient prévues parce que la situation ne le permettait plus. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est cette souplesse qu'apporte cette coopération décentralisée. En ce qui concerne toutes les crises qu'on a vues, bien sûr, elles ont eu des impacts sur la coopération. Les visites d'études n'ont pas pu se faire comme elles devaient se faire. Les ressources financières et les collectivités libanaises se sont retrouvées dans une situation qui ne leur permettait plus de mettre en œuvre les actions telles qu'elles étaient prévues. Mais malgré cela, on a vu que les partenaires ont très souvent trouvé des nouvelles dynamiques ou des solutions pour continuer leur coopération. On a vu que coûte avec la région de Bouches-du-Rhône, justement, ce projet socle devait former 40 municipalités qui a commencé au moment du Covid. Et donc, des formations qui étaient toutes prévues en présentiel ont quasiment toutes été faites en visio. Et donc, tout a été retravaillé pour cela. Et on a vu aussi pour d'autres projets, comme je l'ai expliqué, des remises en cause complète des projets pour s'adapter. D'un autre côté, donc, la mobilisation très forte, on l'a vu, des collectivités françaises à travers le Fonds de solidarité de États-Unis France, qui a permis aussi d'ouvrir un vivier de coopération qui pourront se développer sur du plus long terme. Donc, ça aussi, c'est important de voir que des actions ponctuelles peuvent aussi se transformer ensuite en coopération de plus long terme. Et malgré ce contexte de crise, on a quand même des nouveaux partenariats qui émergent. On a le département de la Seine-Maritime, on en parlait tout à l'heure, qui développe une coopération avec l'industrie des armées. On a la région Sud-PACA qui développe quelque chose avec le Bouches-du-Rhône et la Vitel. On a le département de la Savoie, la ville de Nancy, le Grand Nancy, qui veulent aussi développer des coopérations. Donc, c'est intéressant de voir que tout ça, toutes ces crises et toute cette situation n'ont pas empêché finalement la coopération de se poursuivre et de se développer. Et c'est quelque chose d'important à souligner. Quelques projets qui nous tiennent à cœur et que je voudrais vous présenter rapidement de cette coopération si riche. Donc, nous avons là la coopération entre le Conseil départemental des Yvelines et la Fédération des municipalités du Kessel-Roi-Neuf-Tours. Cette fédération comprend 67 collectivités rurales et urbaines et elle s'étend sur 25 km au nord de Beyrouth, de la côte jusqu'à 2500 mètres d'altitude. C'est une région qui cherche à développer le tourisme sur son territoire et elle bâtit bien sûr d'une position qui n'est pas très facile entre Beyrouth et Byblos, qui est ô combien connue à l'international. Et justement, la coopération avec le département des Yvelines a été en 2009 un contrat appui et avait pour but justement de faire un diagnostic territorial sur les potentialités touristiques et d'accompagner la réalisation d'un projet d'écotourisme dans la vallée du Wadi Sali. Et c'est la photo que nous voyons là, où ces maisons anciennes rurales ont été transformées en maisons, en gîtes ruraux pour favoriser donc le tourisme rural. Et il y a eu bien sûr d'autres choses autour de cette coopération, du travail entre universitaires, un projet de prévention contre les incendies de forêt, etc. C'est vraiment une des coopérations phares et emblématiques entre le Liban et la France. Cette autre coopération entre Paris et Beyrouth est aussi très emblématique. La coopération entre Paris et Beyrouth date de 1993. Elle a donné lieu à divers échanges culturels, etc. Et un projet phare qui a démarré en 2006 pour aider la municipalité de Beyrouth à développer une stratégie en matière de valorisation de son patrimoine. Et ce qui a été décidé, c'était de reprendre cette maison, qui est une maison symbolique à Beyrouth, puisqu'elle se trouve sur la ligne de débarcation entre les côtés est et ouest de la guerre civile.
Et donc l'objectif avait été de garder en fait tous les impacts de la guerre, les impacts de balles, les graffitis des francs-tireurs, les escaliers démolis à l'intérieur, et d'en faire une maison de la mémoire. Et actuellement, c'est un centre culturel, la municipalité de Beyrouth y organise différentes voilà, des expositions, c'est un séminaire sur le patrimoine dedans. Donc voilà. Une troisième coopération qui est la coopération entre la ville de Mâcon et la ville de Hammana. Donc la ville de Hammana, c'est une ville de montagne qui se trouve à une trentaine de kilomètres à l'est de Beyrouth, village de Filet-Chatur, qui est connu aussi pour ses cerises. Et cette coopération a débuté en 2011. Le rapprochement s'est fait à travers l'écrivain et le poète Jean Marty, qui a séjourné à Hammana et qui a cité ce village dans son voyage en Orient. Et donc, c'est bien sûr une coopération essentiellement culturelle qui donne lieu donc à des échanges entre élèves et à des joutes qui ont été appelées les joutes Molières. Les lycéens de Mâcon viennent à Hammana pour jouter. Et donc, c'est ce qu'on a ici sur cette photo. Et ça se fait bien sûr en mettant en valeur le patrimoine de Hammana, puisqu'il y a aussi un patrimoine historique important et intéressant. Et après, avec la crise, effectivement, tous ces échanges ont été un petit peu ralentis, mais il y a quand même eu des envois d'appui scolaire, etc., de fournitures scolaires de la ville de Mâcon à Hammana. Et enfin, le conseil régional de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la fédération des municipalités de Gilsing, qui est aussi une région de montagne. Alors, on dit que c'est la plus grande forêt de pins du Moyen-Orient. Et c'est aussi une ville, une région connue pour la villégiature, pour sa cascade qui fait 40 mètres, pour sa coutellerie également. Et cette coopération date de 2008 et a permis de mettre en place un office de tourisme régional, la réalisation d'une charte des mers pour un territoire durable, pour laquelle le parc naturel régional du Verdon a été mobilisé, et également un plan de préservation de l'environnement et de la prédation des forêts. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Chir et Linda, de cette présentation. Je vous l'avais dit, mais moi j'ai une première réaction à chaud. C'est que il y a plein de choses qu'on ne sait pas. C'est assez impressionnant de voir le nombre de projets qui existent. Et c'est aussi impressionnant, et là je m'adresse aux institutions françaises, en fait, c'est aussi impressionnant de voir l'implication qu'ont les collectivités locales sur des projets extérieurs. Et là, je vais poser une question aux institutions, à la fois libanaises et à la fois françaises. Moi, je connais le Liban par les opérations extérieures militaires. On a une vision forcément différente de la vision de pratiquer au quotidien. Cela dit, on tombe tous amoureux du Liban. Je ne connais pas un militaire français qui est allé au Liban et qui n'est pas revenu en disant c'est un pays extraordinaire et un pays magnifique. J'en fais partie, mais tous ceux qui m'ont côtoyé sont tous revenus avec exactement le même avis. Cela dit, je suis empathique. Donc, quand je vois tous ces projets dont je ne connaissais pas toute l'existence, quand je vois toutes ces collectivités locales françaises impliquées dans ces projets extérieurs, je considère que ça, on arrive à le faire fonctionner à partir du moment où c'est donnant-donnant pour tout le monde. Et quand ça veut dire que tout le monde y trouve son compte. Sinon, je vois pas la viabilité sur le long terme. Donc là, j'aimerais bien faire un petit tour de table là entre les gens qui sont sur les projets, en fait, les institutions françaises et particulièrement le ministère des Affaires étrangères. Et puis, on va peut-être commencer Bach, peut-être Béchir et Ouda, votre vision à vous de où est le gagnant-gagnant dans une réponse très courte. Et puis après, je passerai la parole aux institutions. Il faudrait que vous reveniez en fait devant le micro, parce qu'autrement, la caméra ne doit pas être bonne. En fait, Aude a répondu cette question-là
mais il y a des limites à ce donnant-donnant. Il y a des limites. C'est pas un échange économique, c'est une relation amicale. Et quand on voit aujourd'hui, dans cette crise que vit le Liban, il y a des municipalités, il y a des communes, des régions qui vont aller faire des coopérations au Liban, ça n'a pas d'explication, en fait. Il n'y a pas de donnant-donnant. Le donnant-donnant, c'est ce qu'on peut voir. On dit, en fait, envoyez vos enfants pour qu'ils voient comment ça se passe ailleurs. C'est important de le dire. Hein. Quand on a, par exemple, 12 heures et demie de coupure d'électricité sur 24, tous les jours, malgré tous les moyens qu'on met, tous les jours, on a 12 heures et demie de coupure d'électricité, sans électricité. Donc, il faut gérer l'alimentation, il faut gérer le travail, il faut gérer les enfants, il faut gérer l'ascenseur, etc. Il faut voir, en fait, peut-être qu'il y a une richesse dans ce sens-là. Là, on peut voir comment les autres font. Et je me rappelle très bien l'histoire de la résilience. On la vit réellement. Toutes les municipalités vivent ça. Et c'est important aussi pour les collectivités françaises de voir comment les collectivités libanaises vivent cette résilience et se débrouillent d'une manière ou d'une autre. Là, tu dois ajouter. Merci beaucoup. Je vais être très bref, puisque la coopération décentralisée, c'est à l'initiative des collectivités territoriales. Donc, ce n'est pas le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui va essayer de vous expliquer pourquoi ils font ça avec le Liban. Et avec toute la sympathie, tout le respect que j'ai pour le travail fait par le BTBL, je voudrais juste quand même nuancer ce qui vient d'être dit par Béchir. Moi, je pense que c'est foncièrement gagnant-gagnant, cette coopération décentralisée avec un pays comme le Liban. Et je crois que c'est très important pour les élus de présenter la coopération décentralisée sous cet angle-là. Parce que bien sûr, à l'égard d'un pays comme le Liban, un pays, je dirais, frère, très proche de nous, nous avons un élan de solidarité. Et il est particulièrement fort après chaque catastrophe qui, malheureusement, frappe le Liban. Mais si on veut s'inscrire dans la durée, faire du travail à moyen ou à long terme, ça ne peut pas être seulement des élans de sympathie après un conflit, une phase de conflit aigu ou après l'explosion du port de Beyrouth. Il faut donc montrer, et c'est tout le travail des élus, et c'est pour ça que la coopération décentralisée doit être toujours incarnée et portée par les élus. C'est gagnant-gagnant. Je dirais que je prends deux exemples. Lorsqu'on travaille sur les ports libanais, soit Beyrouth ou Tripoli, il y a bien sûr des intérêts économiques énormes en jeu. Et vous connaissez tous une certaine compagnie, c'est CGM, et qui a des liens très forts entre la France et le Liban. Donc, il faut l'aider aussi à remettre sur pied l'économie libanaise parce que c'est intéressant pour tout le monde, c'est intéressant pour notre économie, l'économie de nos territoires, et c'est intéressant pour l'économie libanaise. Et toujours dans ce domaine des infrastructures portuaires, nous savons tous aujourd'hui, quel que soit notre degré d'implication dans les combats écologiques, que nous sommes sur la même planète, nous sommes sur le même bateau. Et du coup, tout ce qui se fait sur une rive de la Méditerranée a un impact direct sur l'autre rive et sur notre pays en général. Donc, c'est très beau de vouloir réduire la pollution dans le port de Marseille. Mais si vous ne vous attaquez pas à la pollution dans la Méditerranée tout entière, dans tous les autres ports, et je parlais de Tripoli et de Beyrouth, mais on pourrait ajouter Sfax, on pourrait en ajouter beaucoup d'autres. Tous les ports pourtour de la Méditerranée, il faut avoir une action conjointe. Il y a beaucoup d'expertise qui se gagnent à travers ces projets concrets. Donc moi, je reste convaincu, que c'est du gagnant-gagnant, que ça doit être présenté ainsi. Et je n'ai jamais eu la chance d'être élu depuis le temps où j'étais peut-être délégué de classe. Mais je sais que ça devient très, très difficile d'expliquer aux Français, alors qu'on est tous convaincus de se préparer à l'hiver le plus terrible. Et j'ai bien entendu votre commentaire, les éventuelles coupures d'électricité de 2 heures tournantes en France, ça sera
jamais la même chose que ce que malheureusement vivent les Libanais chaque jour. Donc j'ai bien pris ce point et c'est une très très bonne notion, je dirais, morale. Mais encore une fois, faisons la preuve de l'utilité, de l'opportunité de cette coopération décentralisée. Ce ne sont pas des petits projets que les élus cultivent comme ça par je dirais, sympathie pour le Liban. C'est nécessaire, que ce soit sur les questions écologiques, que ce soit sur les questions économiques, nous sommes interdépendants. Et l'avenir de la France, l'avenir de ces territoires dépend aussi de ce qui se passe au Liban. Merci beaucoup.